Ménard en liberté sur Sud Radio. 8h13, si vous voulez réagir à la question de Robert Ménard, faut-il revenir sur la loi autorisant l'avortement? C'est maintenant qu'il faut nous téléphoner au 3628, vous dites Sud Radio. Daniel Gaudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Bureau national du planning familial, responsable de la commission avortement, vous êtes gynéco. Tout à fait. Dites-moi, Daniel Gaudry, 200 000 femmes qui avortent chaque année en France, c'est absolument le même chiffre qu'en 1975, au moment de l'adoption de la loi Veil. Vous me direz qu'il y a plus de Françaises, évidemment. Mais quand même, c'est un échec, non? D'une certaine façon. Alors, je répondrai déjà qu'on n'est plus sous le règne de la loi Veil, mais sous la loi de 2001. Donc, vivons avec les lois. Oui, qui a permis qui a rallongé le délai. C'était Madame Aubry, non? Donc, c'est la loi de Madame Aubry, avec les associations de femmes qui ont expliqué pourquoi la loi Veil était une bonne chose, mais peut-être ne correspondait pas à la réalité de la vie des femmes actuelles. Donc c'est la loi de 2001 qui n'est pas bien appliquée malheureusement, mais en tout cas elle existe. Elle a ce mérite. Attendez, Daniel Gaudry, est-ce que c'est pas un échec quand même? 200 000 avortements, un avortement pour 3 naissances, il y a un problème quand même. Alors non, j'allais dire non puisque non, je dis non puisque ce nombre d'avortements par femme a diminué. Justement d'avant 75 à maintenant. Donc je pense que il y a effectivement une bonne chose et je crois qu'il ne faut pas se battre sur les chiffres. Il faut avoir en tête le rapport qui a été rendu la semaine dernière au niveau international de qu'est-ce que voulait dire légaliser l'avortement pour la population mondiale. Attendez, Daniel Gaudry. Ça veut dire que si l'avortement est légal, le nombre d'avortements par femme diminue. Dans les pays où l'avortement est interdit, nous avons les avortements clandestins qui, avec toutes les conséquences, et les femmes qui en meurent, et deuxièmement, Daniel Gaudry, le nombre d'avortements par femme qui augmente. Attendez, Daniel Gaudry, personne ici ne milite. Est-ce que vous avez écouté ce que je viens de dire? Je milite pas pour qu'on revienne sur la loi Veil. Je vous dis simplement, quand il y a un avortement pour 3 naissances, vous vous dites il y a un problème. Qu'est-ce que c'est? Il y a un échec de la contraception? Est-ce que pour certaines femmes minoritaires, l'avortement c'est un mode de contraception? Je vous pose des questions. Vous êtes en plus gynécologue, donc vous connaissez vraiment cette question. Je vous pose en toute naïveté cette question. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis battu, vous vous rappelez, au MLAC, vous savez, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Je suis de cette génération-là. Mais là, les chiffres montrent qu'il y a un problème quand même. Non, les chiffres ne montrent pas qu'il y a un problème. Ils montrent que pour choisir le nombre d'enfants que chaque femme souhaite dans sa vie, par rapport à l'organisation de sa vie, ou que chaque couple choisit du reste, parce qu'il n'y a pas que les femmes dans cette histoire. Bien sûr, ça vous avez raison de le souligner. Eh bien, il y a deux façons de voir. Il y a effectivement la contraception qui est une des facettes de ces possibilités. Et la deuxième facette, c'est interrompre une grossesse. Mais c'est terrible ce que vous dites là. Moi, on m'a expliqué. Attendez. C'est pas terrible. Justement, ça n'est pas terrible. Comment ça n'est pas terrible? Diaboliser l'avortement, c'est là où on pense que c'est terrible. C'est pas terrible un avortement. Vous parliez du Moyen-Âge auparavant. Les femmes ont toujours interrompu les grossesses. Et voilà, et c'est toujours ça. Les gens ont toujours crevé de faim et on va se dire, on va continuer à se résoudre à ça. Daniel Gaudry, moi, je suis encore une fois d'une génération où on m'a dit, il y a la loi Veil, mais vous verrez, on va développer la contraception et il y aura de moins en moins d'avortements. Quand il y a des problèmes, on a recours aux avortements. Vous me dites, tranquillement, là, ici, l'air de rien, au fond, il y a 2 façons de régler tout ça, la contraception et l'avortement. C'est un drame, l'avortement. Mais c'est un drame pour qui? Excusez-moi, mais... pour ma femme, pour moi, si jamais ça m'arrive. Oui. Ben non, bien sûr, pour vous, ça ne peut pas vous arriver puisque vous êtes un homme. Mais... Qu'est-ce que c'est cette démagogie? Je suis pas solidaire de ce qui arrive à ma femme. Non mais vous plaisantez ou quoi? J'espère bien que vous l'êtes. Bah alors vous faites pas une plaisanterie comme ça. Pour les hommes, c'est un drame quand ils sont amoureux de leur femme et qu'ils voient à quel point ça peut perturber un couple.
Comment vous pouvez dire des choses comme ça, Daniel Gaudry? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'un certain nombre de femmes se trouvent tout à fait soulagées de pouvoir interrompre leur grossesse. Et c'est un drame et une extrême violence de leur imposer de continuer une grossesse. Donc c'est ça qu'il faut bien entendre, c'est ça qu'il faut bien regarder. Quoi, c'est un moyen de contraception, l'avortement? Non, ça n'est pas un moyen de contraception, c'est une autre solution pour quand on se retrouve dans une situation où une grossesse arrive de façon imprévue, on peut effectivement régler. Vous avez raison, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux, développer la contraception pour pas en arriver là? Est-ce qu'il faudrait pas mieux développer la contraception pour pas en arriver là? Elle se développe, la preuve que non. Contraception, tranquillement. Et effectivement, nous sommes sur une campagne où nous avons demandé que tous les moyens de contraception soient accessibles et que les moyens prescrits par les médecins soient remboursés. Or, nous avons actuellement en France un certain nombre de moyens de contraception qui sont peu accessibles, peu prescrits pour différentes raisons et avec un coût certain qui ne sont pas forcément accessibles pour les plus jeunes. Sur ce point, Daniel Gaudry, membre du Bureau national du planning familial, sur ce point, je vous donne absolument raison. 8h19, participez vous aussi au débat si vous le désirez en nous appelant au 36 28. Vous dites Sud Radio pour passer en direct avec Robert Ménard et son invité. On continue, Daniel Gaudry, membre du Bureau national du planning familial, responsable de la commission avortement, gynécologue. Daniel Gaudry, on va voir du côté de nos auditeurs et auditrices. Vous êtes d'accord? Tout à fait. On va voir ce qu'ils en pensent. Amélia, bonjour Amélia. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez donc de la loi? On va pas revenir sur cette loi, mais sur ces chiffres. Écoutez, il faut conserver ce droit de l'IVG, parce que ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui font des IVG. Parce que quand on dit IVG, on pense à jeunes filles. Mais pas forcément, vous pouvez avoir des mères de famille qui ont déjà des enfants, ça a été mon cas. Et pourtant, j'ai fait un IVG. Un avortement. Voilà, et on le fait pas de gaieté de cœur, déjà, c'est ça quelque chose qu'il faut savoir. Vous avez raison de le rappeler. Et on ne l'oublie pas. Moi, il m'arrive souvent de me dire, et si tu l'avais gardé? Mais je ne regrette pas quand même de l'avoir fait parce que ça a été un moment où je ne pouvais pas. Mais Amélia, sans être indiscret, c'est un problème de contraception? Alors non, je prenais la pilule, sauf que la pilule que je prenais n'était pas remboursée. Ce sont les semi-dosés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces pilules-là, si vous avez le malheur de décaler de quelques heures, eh bien vous avez un risque de tomber enceinte. Ah, d'accord. Ça a été mon cas. Ben alors, Amélia, est-ce qu'il faut pas développer des moyens de contraception efficaces pour vous éviter d'en arriver à ce que vous décriviez comme un drame? Ah oui, ça serait l'idéal. Daniel Gaudry, alors est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a des méthodes contraceptives qu'on pourrait développer pour éviter, donc je le disais, que 200 000 femmes se fassent avorter chaque année? Et je ne parle pas, on y reviendra, Daniel Gaudry, sur les 5 000 femmes qui partent à l'étranger se faire avorter. Daniel Gaudry. Oui, développer, je pense qu'un certain nombre de moyens sont un peu méconnus et finalement peu prescrits, ou bien présentés, si vous voulez, dans l'information médiatique ou autre, comme secondaire. Or, nous avons à notre disposition effectivement les familles de stérilets, puisqu'il y en a plusieurs. Nous avons les implants, nous avons les anneaux, nous avons les patchs, nous avons les injections trimestrielles. Bref, nous avons un certain nombre de moyens qui sont développés du reste dans la campagne d'information de l'INPES actuellement. Il y a la contraception définitive pour les couples ou les femmes qui ne souhaitent plus du tout d'enfants. Donc je pense qu'il faut qu'on ait justement... Il faut mieux les faire connaître alors, il faut mieux les faire connaître. Tout à fait, pour que la femme puisse choisir dans le moment de la vie où elle est à ce moment-là, le moyen qui lui corresponde le mieux. Donc si effectivement la pilule, elle la décale, elle l'oublie, ou bon, ça va pas être le bon moyen pour elle. Si à d'autres moments elle estime qu'elle a peu de rapports et que de toute façon il faut se prémunir contre les IST, c'est-à-dire infections sexuellement transmissibles, elle utilisera le préservatif masculin
ou féminin, du reste qu'on utilise très peu en France. Donc, je veux dire, il y a des possibilités que et il faut les faire connaître. La population ne connaît pas bien. Ne connaît pas bien. Daniel Gaudry, merci. On va continuer. Amélia, merci de ce témoignage. Josiane, bonjour Josiane. Allô. Josiane, oui, Josiane, Oui. bonjour. Ça y est, Oui, vous êtes en bonjour, direct voilà. avec nous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette loi Veil, là? Moi, je pense qu'il ne faut pas la supprimer, Bien absolument sûr. pas, mais je suis vraiment étonnée qu'il y ait autant d'avortements avec tous les moyens de contraception qui existent. Ben alors, attendez, on va demander, moi aussi, je demandais ça. Daniel Gaudry, vous entendez, Josiane, qui s'en étonne du nombre d'avortements? Oui, alors il faut se rendre compte que la sexualité, c'est tout à fait autre chose que la prévision aussi. C'est-à-dire, vous le savez vous-même, je suppose, vous en avez fait l'expérience, c'est que le désir sexuel, c'est un peu aussi imprévu. Alors, la contraception, au contraire, il faut la prévoir. Et quand un homme ou une femme se trouve dans une situation de couple non stable, en particulier, il y a une rupture ou bien il y a une rencontre, eh bien la contraception n'est pas toujours mise en place à ce moment-là. Et ça, c'est aussi un des aspects qu'il ne faut pas négliger. Daniel Gaudry, qu'est-ce qu'il en est pour les mineurs? Une jeune fille, normalement, en principe, elle doit avoir l'accord de ses parents pour un avortement. Pourquoi faire, Pour un avortement. J'allais dire, en général, pour avoir des rapports sexuels, elle ne demande pas l'autorisation de ses parents. Malheureusement, oui. Pour la contraception, la loi depuis 72 l'autorise à avoir la contraception gratuite et sans autorisation parentale dans les centres de planification. Alors, il n'y en a pas partout, c'est vrai. Ça c'est quoi la contraception et pour l'avortement? C'est pour la contraception, ça. Oui, j'ai compris. Et l'avortement. Ma question était sur l'avortement. Pour l'avortement, depuis 2001, si elle ne peut pas en parler chez elle ou si ses parents refusent la solution de l'avortement, elle peut avoir recours à un avortement sans l'autorisation parentale. Mais pour l'avortement, l'autorisation parentale reste dans la loi. Ça n'est que si elle est en défaut que là... Et comment vous le savez? Comment vous le savez? Qu'elle est en défaut? Eh bien, comment vous savez qu'elle a pris la peine d'en parler à ses parents et que ses parents ont dit non? C'est elle-même qui le dit, c'est tout? Pour rencontrer quand même beaucoup de mineurs et m'occuper beaucoup de mineurs, nous sentons très bien... vous sentez, c'est au feeling. C'est au feeling. Non, c'est à l'écoute. Et ça suffit, l'écoute, pour être sûr de ce que dit quelqu'un? Absolument, mais de temps en temps, je vois aussi des papas ou des mamans qui viennent avec leur... Non, attendez, c'est pas la question que je vous pose. Daniel Gaudry, je vous pose. Si une mineure vient vous voir et vous dit, j'en ai parlé à mes parents ne veulent pas en entendre parler, donc je voudrais me faire avorter, c'est juste sur sa parole que vous croyez qu'elle en a effectivement parlé à ses parents? Elle a mais il n'y a pas que vous, je parle de vous parce que vous êtes gynéco. Oui, non, elle a un entretien obligatoire avec une conseillère conjugale en centre de planification. Et on ne demande rien aux parents? Qui demande essentiellement à la jeune fille comment... Et on demande rien aux parents? Et on demande rien aux parents? On n'en parle pas aux parents si la jeune fille ne veut pas en parler aux parents. Ben voilà, c'est ce que je voulais savoir et je vous le dis, ça me trouble. Ça me trouble et je pense que ça trouble d'autres gens que moi. Josiane, ça vous trouble pas? Oui, moi aussi, je suis troublée. Ben voilà, on est deux troublés. Daniel Gaudry, merci. On continue, Daniel Gaudry, donc vous êtes une des patronnes ce mot est un mot abominable, un des membres du Bureau national du planning familial, responsable de la commission avortement. 8h27, vous réagissez jusqu'à 9h au 3628 vous dites Sud Radio ou encore par SMS, Sud que vous envoyez au 71 200 comme Christian de Toulouse qui nous dit « Les hommes sont aussi concernés, je suis d'accord avec Robert Ménard ». À tout de suite. Sud Radio. 7h, 9h. Ménard en liberté.
Dimanche dernier à Paris, le collectif 30 ans, ça suffit, organisé sa 8e marche contre l'avortement et pour la protection des plus vulnérables. On parle justement de cette loi autorisant l'avortement. Bien sûr, faut-il y revenir? C'est la question que vous pose Robert Ménard jusqu'à 9h. Vous y répondez au 36-28. Vous dites Sud Radio pour passer en direct sur l'antenne ou encore par SMS, Sud au 71 200, comme l'ont fait pas mal d'entre vous. Quelqu'un qui dit nous ne pouvons pas mettre dans une même phrase peine de mort et avortement ou encore 200 000 êtres vivants légalement effacés de l'existence chaque année. On ne leur demande pas leur avis. Vous le pensez, Monsieur Ménard. Merci de votre honnêteté. Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Présidente du Parti chrétien-démocrate, candidate donc à l'élection présidentielle. Vous avez réussi, vous en avez combien de parrainages? Ça n'a rien à voir, c'est pas de ça. Ça monte petit à petit. Moi, j'en suis encore bien loin, mais je ne perds pas espoir. J'en ai à peu près, je pense à peu près 200 actuellement, mais ça monte petit à petit, mais c'est excessivement difficile. Et puisque j'ai l'occasion, j'appelle les maires à donner leur parrainage parce qu'il y a vraiment un problème de démocratie dans notre pays. Absolument. Et j'appelle avec vous les maires à vous soutenir, vous et ceux qui ne pourraient pas avoir les 500 signatures. C'est inadmissible. Vous étiez dimanche à cette marche pour la vie, mais en même temps, Christine Boutin, vous n'êtes pas pour l'abrogation de la loi Veil. Alors pourquoi vous êtes allée? J'y suis allée parce que si vous voulez, la symbolique de cette marche qui existe depuis 8 ans, mais qui existait même auparavant, c'est d'appeler l'attention d'abord sur le respect de la vie, sur la dignité de la personne et sur le plus fragile. En réalité, nous sommes dans un monde de puissants, et on le voit dans tous les domaines, et nous avons tous été cet être très fragile qui est l'embryon. Et l'embryon est pour moi le symbole de la fragilité et bien sûr de la vie. Or aujourd'hui, il est devenu une valeur relative et ça se traduit sur le plan économique, ça se traduit sur le plan scientifique, etc. Donc moi, si vous voulez, l'avortement est pour moi quelque chose de grave. Ça s'est énormément banalisé. Aujourd'hui, je l'ai dit très clairement, je ne pense pas qu'il soit possible dans la société française de revenir sur cette loi sur l'avortement, mais les dérives de la relativité de la vie aujourd'hui, c'est la loi. Christine Boutin, un avortement pour 3 naissances. Je le savais pas, je l'ai découvert en préparant cette émission. Ça me bouleverse. Il y a encore 200 000 avortements aujourd'hui. C'est à peu près le même chiffre. Alors c'est vrai que la population a augmenté. C'est à peu près le même chiffre qu'en 1975. Je disais tout à l'heure à la dame du planning familial, moi je me suis battu. Vous vous rappelez, pour cette loi Veil, il y avait des mouvements, on militait, mais on militait parce qu'on nous disait, ah oui, mais on va développer la contraception et ça va réduire d'autant les avortements. Alors il y aura toujours des cas où la contraception a pas marché et tout. Mais là, il y a un vrai problème quand même. Ça veut dire que ça fonctionne pas tout ça. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit est arrivé du reste c'était au départ aussi un peu l'idéologie de base. C'est un enfant quand je veux. Mon ventre m'appartient. C'est si vous voulez, l'opposition entre le droit de la femme et le droit de l'enfant. Mais c'est un petit être vivant que vous avez dans votre ventre. Mais absolument, mais moi personnellement, je pense qu'on est dans un échec et que l'on ne va que vers la banalisation du respect de la vie. C'est une évidence. Les 200 000 avortements. Qu'est-ce qu'il faut faire, Christine Boutin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah écoutez, moi je pense qu'il faut déclarer que la vie est inviolable et qu'on ne peut pas la supprimer comme ça. Quand aujourd'hui on donne la possibilité d'avoir une pilule abortive à des jeunes adolescentes sans que les parents soient informés, moi je trouve ça scandaleux parce qu'il est normal que les parents assurent leur responsabilité éducative. Avorter, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas comme prendre un cachet d'aspirine. Ah mais je suis content de vous le dire. Tout à l'heure, la dame du planning familial, donc elle a fini par me dire que on pouvait, alors que la loi normalement exige que les parents soient au courant, dans le cas d'avortement, on pouvait, si les mineurs disaient ah mais mes parents veulent pas, comme ça sur sa parole, accepter de l'avorter sans en parler au papa et à la maman. Mais enfin, ça, je vous le dis, je dois être un vieux réac, sûrement, je l'assume. Mais enfin, ça me choque, Christine Boutin, ça me choque. Mais oui, oui, moi aussi, bien sûr. Et du reste, la loi, quand même, autorise les infirmières scolaires à pouvoir donner la pilule abortive aux jeunes sans que les parents soient au courant. Aujourd'hui, c'est légal, on peut le faire. Et ça, moi, j'avais voté contre, naturellement, quand j'étais parlementaire, parce que je
pense que tout de même la responsabilité des parents est engagée. Et de toute façon, l'avortement n'est jamais neutre. Et donc, on laisse la femme, la jeune femme, l'adolescente seule par rapport à cet acte grave. Et je pense que c'est vraiment pas sécuriser la personne, même sur le plan psychologique, voyez-vous. Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, candidate à l'élection présidentielle. 8h38 et à propos des adolescentes, ce SMS de Éric de Toulouse qui nous a envoyé au 71 200, je pense que le problème est surtout le dialogue ado-parents. Il y a beaucoup trop de cachotteries et de tabous. Les ados sont livrés à eux-mêmes, donc complètement perdus. Christine Boutin, donc on continue avec nos auditeurs. Alors moi je suis perdu parce que je détesterais parler de sexualité avec mes enfants. Mais je suis vieux, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas, Christine Boutin. Je sais pas comment c'est, j'arrive pas à me faire à tout ça. J'ai une petite fille, je me dis elle grandit, mais jamais je parlerai de ça. Moi j'en ai jamais parlé avec mes parents. C'est un truc, c'était inimaginable. Mais il paraît qu'il faut être moderne. Mais Christine Boutin, elle est moderne, elle n'est pas comme moi. Christine Boutin, allez, on va faire le tour de nos auditeurs. Françoise, bonjour Françoise. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On est partagés, vous entendez tous. Oui, là. moi je suis partagée avec les, si vous voulez, pas partagée parce que je suis pour l'avortement, certes, heureusement qu'il existe, mais par contre je suis contre le fait que les jeunes filles mineures le fassent toutes seules parce que j'ai vécu, ma fille s'est fait avorter, Dieu merci, elle nous a parlé, son papa l'a accompagnée dans le fait de l'avortement, etc. Et heureusement parce que ça a été psychologiquement très dur pour elle. Elle a actuellement 37 ans, elle a toujours pas de désir d'enfant, vous voyez. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui remonte à ce niveau-là. Et par contre, j'enseigne aussi dans une école de jeunes filles qui sont entre 16 et 40 ans, pour dire les plus âgées. J'ai vécu beaucoup d'avortements de jeunes filles isolées comme ça de 16 ans et nous faisons le rôle de la mère, quoi. C'est nous où elles se confient. Mais pourquoi elles en parlent pas à leurs parents? Parce qu'elles ont peur? Parce que pour elles, elles pensent. Alors il y a celles où il y a les tabous, bon, parce qu'elles sont peut-être, elles ont cette pudeur, elles n'osent pas parler. Mais il y en a d'autres, par contre, qui disent de toute façon, ça les regarde pas. Voilà. Alors attendez, on va se retourner, Françoise, vers Christine Boutin. Alors Christine Boutin, ça regarde pas les parents? Comment on tranche? C'est compliqué. Si, bien sûr. Enfin, moi, je pense que ça regarde naturellement les parents, surtout quand il s'agit de mineurs, bien sûr. Mais même quand on est majeur et quand on est un jeune majeur, je pense que c'est un acte grave et qu'on a besoin de toute façon d'être soutenu. Mais ce qu'il faut, c'est surtout préserver la vie. C'est ça ce qui est aussi important, si vous voulez. Mais Christine Boutin, est-ce qu'il faut arrêter de le rembourser, par exemple, l'avortement? Moi, personnellement, je pense que j'ai voté contre le remboursement, parce que ça aussi, ça va vers la banalisation, si vous voulez. Alors, naturellement, moi... Ah, là, la ligne est mauvaise. On va essayer de vous rappeler, Christine Boutin, sur une autre ligne. Françoise, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut arrêter de le rembourser? Je sais pas, je pose la question, non, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit le souci majeur, ça. Je pense qu'il faut arrêter de donner la possibilité aux jeunes filles, ou alors qu'elles aient une personne de la famille qui les accompagne, si c'est pas les parents, quelque chose. Mais qu'elles soient pas seules, Les garçons, le garçon. Ah oui, on n'a pas parlé de ces salauds de garçons qui eux s'en occupent plus, hein. Ben oui, parce que moi j'ai posé la question à chaque fois. Eh oui, parce que j'oublie, il y a quand même un garçon dans cette histoire. Voilà. Donc moi je me rappelle toujours la gynécologue qu'on nous sommes allés voir pour ma fille, qui a parce que le garçon lui était catastrophé autant que la mienne puisqu'il avait 16 ans à l'époque. Et nous avons fait une démarche mais familiale avec les parents du garçon, le garçon, ma fille, nous-mêmes. Nous sommes allés voir la gynéco et vous savez ce qu'elle lui a dit? Ah, c'est vous le futur père. Alors que nous venions faire la démarche d'un avortement. Ouais, là, on arrête, là, Françoise, on arrête. Vraiment déplacé, voilà. On arrête. Françoise, on arrête, parce que ça, ce témoignage, c'est trop. Mais vous avez raison. Il y a des gynécos comme ça qui ont perdu la tête. Allez, on va pas faire des généralités. Françoise, merci. Christine Boutin, juste avant de vous redonner la parole, je voudrais demander à Jeannette. Jeannette, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la loi. Il faut et on va pas revenir sur cette loi. Non, on ne reviendra pas sur cette loi parce que malheureusement, j'ai connu avant la loi, j'étais jeune infirmière et j'ai vu des jeunes filles qui se faisaient avorter dans des conditions affreuses et qui en gardaient des séquelles. Elles arrivaient des fois dans des états septicémiques. J'ai vu des insuffisances rénales qui avaient été générées justement par des avortements clandestins. J'ai vu aussi des femmes qui étaient stériles à vie. À cause d'avortements clandestins, parce que ça se faisait autrefois en douce. Mais oui, je me souviens comment ça se passait. Enfin, on le sait tous, on a tous entendu parler. Et puis
j'ai accueilli bien sûr la loi Veil avec un soulagement en tant que femme. Et c'est une avancée énorme dans la liberté de choisir d'avoir un enfant ou de pas avoir d'enfant. Oui, mais ça reste un échec, ça reste un drame, Jeannette, quand même. Oui, c'est tout à fait un drame. Je sais que malheureusement la contraception, tout ça, ne s'est pas généralisé. Il n'y a pas peut-être assez de, qu'est-ce que je vous dirais, de moyens, et on n'en parle pas assez. Là-dessus. Attendez, alors Jeannette, on va demander à Christine Boutin. Christine Boutin, peut-être il faudrait faire un effort, donner plus de moyens au planning familial. Peut-être il faudrait faire savoir. Il faut faire baisser ce chiffre de 200 000 avortements par an. Mais bien sûr, mais moi je pense, si vous voulez, comme responsable politique, je pense que s'il y a tellement d'avortements en France et le nombre n'a pas baissé, c'est parce que les conditions d'accueil de la vie globalement dans notre société ne sont pas réunies. À la fois sur le montant des salaires, à la fois sur le problème du logement, à la fois sur le problème de l'emploi. En général, une femme qui avorte, elle ne le fait pas par joie, elle le fait par nécessité, par pression économique, par problème de logement. Pour 47% des femmes, ce qui explique l'avortement, c'est des raisons matérielles. Mais en même temps, vous êtes tous les responsables politiques, ou quasiment tous, contre un vrai salaire pour les femmes qui élèvent leurs enfants. Il faudrait peut-être changer là-dessus. Écoutez, moi je propose une révolution totale, puisque je propose la création d'un revenu de base qui est donné à tous et qui permettrait en particulier aux femmes qui élèvent leurs enfants d'avoir une reconnaissance sociale par ce revenu de base qui serait de 400 € par mois sans condition de ressources. Donc ça c'est une autre politique, un autre regard. Mais honnêtement, il faut quand même se rendre compte que l'avortement c'est la suppression d'une vie et qu'aujourd'hui les enfants qui sont nés depuis 1975 sont des rescapés par rapport à l'avortement, il faut quand même le dire. Il faut quand même être... Christine Boutin, merci. Je vais faire quelque chose qu'on va me reprocher. Vous savez, à la 12e semaine, Christine Boutin, c'est donc la limite pour avorter en France, le cœur devient observable dès la 5e semaine. Les premiers mouvements observables à partir de la fin de la 7e semaine. L'estomac est observable dans le courant de la 9e semaine. Les 4 cavités cardiaques sont en place à la fin de la 9e semaine. Les doigts sont séparés à la 10e semaine. 8h45, vous réagissez également, vous débattez en direct avec Robert Ménard. Vous nous appelez au 36 28, vous dites Sud Radio ou par SMS, Sud au 71 200. Et tout de suite sur Sud Radio, retour à la liberté de parole. Ménard en liberté. 8h47, je vous rappelle que dimanche, il y a eu une marche, la marche pour la vie, c'est organisé par le collectif 30 ans ça suffit, contre l'avortement. Et cette loi, faut-il revenir sur la loi autorisant l'avortement? C'est le débat jusqu'à 9h, vous avez sans doute un avis, nous l'attendons, Robert attend votre avis, vous appelez au 36 28, vous dites Sud Radio. Virginie Raoul-Mercier, bonjour. Bonjour Monsieur Ménard. Vous êtes justement une des organisatrices, Sophie vient de le dire, de cette marche pour la vie qui a réuni, alors c'est toujours pareil, entre 7 000 et 30 000 personnes selon la police ou les organisateurs. J'ai vu qu'il y avait des banderoles, une en particulier, l'avortement tue. Vous avez entendu ce que j'ai dit peut-être tout à l'heure, c'est quand même pas un peu simpliste, l'avortement tue? Non. Vous l'avez rappelé quand même ce matin. La vie commence dès la conception. Et nous, c'est ce en quoi nous croyons. Et vous savez, les progrès scientifiques nous montrent quand même de plus en plus à l'heure actuelle que nous avons raison de dire ça. Les échographies à l'heure actuelle permettent réellement de voir que la vie commence dès le début. Je suis d'accord avec vous, madame, mais reste, j'ai un sondage là, alors vous me direz, vous pouvez, c'est pas les sondages qui font qu'on a raison ou pas, mais il y a quand même 83% des Françaises qui sont prêtes, qui veulent défendre ce droit à l'avortement. Elles sont pas toutes des monstres, ces 83% de Françaises, vous êtes d'accord avec moi quand même? Tout à fait. Mais pourquoi le défendent-elles? Moi, j'ai entendu attentivement ce matin Madame Gaudry. Ce qui me frappe dans son discours, et qui est celui, malgré tout, de nos hommes politiques, c'est qu'à aucun moment on nous a parlé d'écoute de la détresse de ces femmes. À aucun moment. On leur dit, venez vous asseoir, on va vous donner une solution qui est cette liberté de pouvoir supprimer ce bébé. Je dis bien ce bébé, parce que croyez bien qu'une femme qui apprend qu'elle est enceinte ne va pas vous dire j'attends un amas de cellules.
comme on peut l'entendre. Bien sûr, vous avez raison. Oui, mais en même temps, il y a des cas dramatiques, Virginie Raoul-Mercier. Il y a des cas où on peut pas faire autrement, d'une certaine façon. Et vous avez compris ma position, à quel point je suis mal à l'aise dans ce débat. Mais j'entends aussi la détresse d'un certain nombre de gens. Moi, je veux pas qu'on banalise ça. Je veux pas. T'as vite dit. Je comprends pas qu'on le banalise. Voilà. Je ne comprends pas ça. Mais en même temps, il y a la détresse d'un certain nombre de femmes. Comment on fait? On les écoute, parce que qu'est-ce que... Et si elle vous dit je veux avorter parce que j'ai pas d'autre solution. La détresse, comme vous dites, c'est souvent une détresse matérielle. C'est souvent une détresse. Oui, dans 47% des cas, c'est des raisons matérielles. Voilà. Et ben nous étions là dimanche pour dire qu'il fallait que nous sollicitions une vraie politique d'accueil de la vie qui passe nécessairement par le développement de ces aides pour les femmes en détresse, notamment par les subventions pour les quelques maisons d'accueil, et il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'heure actuelle en France, pour les maisons d'accueil des femmes enceintes en difficulté. Et dans notre collectif d'associations, nous avons, et là c'est ce qui fait quand même notre particularité par rapport au planning familial, qui ne fait que recevoir ces femmes pour décrocher un téléphone et leur obtenir un rendez-vous d'IVG. Nous sommes là pour accueillir leur détresse, une fois encore, et leur dire, vous avez une difficulté matérielle à l'heure actuelle, nous allons vous aider, nous allons... Mais attendez, Virginie Raoul-Mercier, est-ce qu'une fois que vous avez dit ça à une femme, elle change d'avis? Eh bien, écoutez, j'en sais rien, je vous pose la question. Quand vous venez écouter réellement la détresse de ces femmes et leur dire, écoutez, si on vous offrait la possibilité de poursuivre votre grossesse dans la sérénité, en vous offrant un toit, un logement, pendant ces 9 mois que dure votre grossesse, est-ce que vous gardez ce bébé? Je peux vous assurer qu'un grand nombre de femmes, malgré tout, aiment déjà cet enfant qu'elles attendent. Je veux vous croire, Virginie Raoul-Mercier, une des organisatrices de cette marche pour la vie. 8h51, vous continuez à réagir au 3628, vous dites Sud Radio, vous passez en direct sur l'antenne, et puis par SMS, Sud au 71 200, comme Raoul de Paris qui dit « Il faut responsabiliser les parents, c'est à eux d'informer leurs enfants ». Virginie Raoul-Mercier, vous êtes toujours avec moi, vous êtes là. On va voir du côté de nos auditeurs. Ils vont vous poser des questions, je suppose. On va voir ce qu'ils en disent. Charles, bonjour. Et oui, un garçon quand même. Là, jusqu'à présent, c'est que des femmes qu'on a entendues. Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour. Je pense on a oublié quand même de préciser certaines choses. Je pense pas qu'on puisse dire comme ça, on est pour ou on est contre. Je pense que c'est plus complexe que ça. Bien sûr. Que une fille, par exemple, si elle se fait violer et que malheureusement elle tombe enceinte, je pense que c'est normal qu'elle ne veuille pas garder le bébé, désolé. De même qu'une maman, par exemple, si elle apprend que son enfant risque d'être lourdement handicapé, autiste ou trisomique, je pense que c'est normal. Qu'elle prenne cette décision. Charles, on se retourne vers Virginie Raoul-Mercier, donc une des organisatrices de cette marche pour la vie. Vous le comprenez, vous l'entendez, ce que dit notre. Non, sur le handicap, puisque c'est souvent les objections qui nous sont faites. Oui, bien sûr, j'imagine. Monsieur Ménard, comment pouvons-nous supporter à l'heure actuelle que notre société puisse mettre en marge de la société des personnes telles que les personnes handicapées au motif que leur génome n'est pas conforme à ce que certains définissent comme ce qu'il doit être. Attendez, Virginie, c'est absolument insupportable. Attendez, Virginie, moi je suis pas dans ce cas-là, mais siècle. Attendez, Virginie Raoul-Mercier, écoutez-moi. De personnes sur mais vous êtes terrible. Ces critères de génome, de race, attendez. que nous pourrions retrouver. D'accord. Les personnes handicapées. Je vais vous couper la parole là dans 2 minutes. Est-ce que je peux en placer une quand même? Je vous écoute. Ah, quand même. Je vois bien que vous êtes déchaîné, mais j'aime bien les gens déchaînés, c'est pas du tout ça. Mais quand même, moi, honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais si on me disait le bébé qui est dans le ventre de mon épouse est trisomique. Je vous le dis, je ne sais pas, et c'est pour ça que je me garderai bien, Virginie, de dire ce qu'il faut faire aux uns aux autres. Je ne sais pas. Je sais que ce serait un drame, je sais que je serais partagé, mais je ne sais pas.
je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Ce que je trouve absolument scandaleux, et ce que tous les manifestants ont trouvé de scandaleux, c'est pour ça qu'ils étaient dimanche dans la rue, c'est qu'aujourd'hui, la loi de bioéthique qui a été votée systématise le diagnostic prénatal pour dépister ces enfants trisomiques. Je sais, j'ai reçu ici des gens de la Fondation Max Lejeune qui s'y opposent. Comment voulez-vous appeler cela autrement que de l'eugénisme? C'est du dépistage, Eh oui, mais allez dire aux mamans qu'il faut pas dépister quand leurs enfants, pour éviter les risques de mettre au monde un enfant anormal. Mais, Monsieur Ménard, allez aussi interroger les parents d'enfants. Je sais, et ils adorent leurs enfants. Je sais, Valérie. Ah, elle est terrible. Votre enfant ne méritait pas la vie. Mais bien sûr que je vais pas dire. Bien sûr que je vais pas aller dire ça. Attendez, je suis d'accord avec vous. Je vais pas aller dire ça aux amis, et j'en ai autour de moi qui ont des petits enfants trisomiques. Ces enfants, ils sont souvent adorables. Ils les aiment plus qu'au monde. Ils investissent dans ces enfants quand d'autres sont normaux, pas dans les mêmes fratries. Autre chose, je suis d'accord avec vous. Attendez, Virginie. Ce qui fait peur également, c'est qu'il y a encore une fois. C'est ce que nous sollicitons, une vraie politique d'accueil de la vie. Mais j'ai compris, mais je dis que c'est difficile. Et il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil pour ces enfants handicapés. Vous avez raison, mais ça règle pas le problème de fond. Virginie Raoul Mercier, attendez, pour lui couper la parole, c'est pas rien à la responsable de la Marche pour la vie. Je vous propose d'entendre Jacques. Jacques, vous êtes médecin. Oui. Et qu'est-ce que vous en dites, Jacques? Moi, je dis que c'est un problème, je suis globalement d'accord avec vous. Je dis que c'est un problème extrêmement difficile pour lequel il faut éviter d'avoir, si possible, des positions dogmatiques et plutôt avoir des positions pragmatiques. Parce que moi, j'ai connu l'époque avant la loi Veil, c'était dramatique. La loi Veil a résolu un certain nombre de problèmes. Ça n'est pas la solution. L'avortement n'est jamais la solution. C'est bien évident. Mais tout ça, ça pose plusieurs questions, et je vais essayer d'être très bref. Oui, s'il vous plaît. L'échec de la contraception. Bien sûr. Puisqu'on en arrive quand même à faire des avortements. Deuxièmement, un problème d'éducation. Et quand j'entendais tout à l'heure ce que vous disiez à propos des mineurs, je trouve ça parfaitement inadmissible, effectivement, que les parents ne soient pas au courant. Malheureusement, ça reflète souvent la misère sociale et la misère familiale dans laquelle sont certaines de nos jeunes filles. Et puis, troisièmement, en fait, il y a un problème de base. Quand commence la vie? Est-ce que c'est au moment où les deux gamètes se rencontrent, ou est-ce que c'est un peu après? Oui, mais là, c'est à partir de quand? Quand en Grande-Bretagne, on peut avorter, docteur, jusqu'à, attendez que je vous dise pas, 24 semaines. Docteur, vous savez ce que c'est, un bébé à 24 semaines dans le ventre de sa maman? Malheureusement, je le sais. Et voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Et pourtant je suis contre la peine de mort, mais j'ai favorisé l'avortement de certaines femmes. Jacques, merci de ce témoignage, merci de ce témoignage. Virginie Raoul Mercier, merci, on y reviendra parce que il y a tellement d'auditeurs là qui appellent et tout, on sait pas quoi, on n'a pas de position dogmatique comme vient de le dire ce médecin. Merci à vous, merci d'avoir organisé cette marche parce que ça nous oblige à nous reposer au moins cette question-là.